Bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous du 7 Info. Incendie du véhicule du journaliste d'investigation Ladji Bama, explosion dans une école de Ouagadougou ou encore le sommet de la clarification à Pau en France. Voici pour le sommaire deux invités, le consultant Siaka Koulibaly, mais aussi notre deuxième consultant Lionel Bilgo, des analystes politiques. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. L'équipe du 7 Info, pilotée ce soir par Dieudonné Amonto, c'est parti. L'actualité de la semaine marquée par cet incendie du véhicule du journaliste d'investigation Ladji Bama. On suit. Du véhicule du journaliste presque parti en fumée. Le véhicule donc qui a reçu un cocktail Molotov, c'était donc cette semaine. Voilà pour les images de cet incident survenu cette semaine et qui suscite encore beaucoup d'interrogations. Et on se rappelle que ce n'est pas forcément la première fois. Il y a quelques mois de cela, c'est le secrétaire général adjoint de l'APN, l'Alliance Police Nationale aussi, qui a échappé de peu à un assassinat. Les enquêtes suivent leur cours, mais il y a de quoi s'inquiéter finalement. Oui, tout à fait. Il faut aussi ajouter la visite aussi dans le domicile de Edi Kombouego, où des appareils électroniques, avec des téléphones notamment, avaient été emportés, qu'on peut corréler un peu à ces événements-là. Effectivement, l'inquiétude est grande. Au-delà du terrorisme qui est en train de modifier un peu ses cibles, et on assiste aussi à ces actes-là qui nous font rappeler des moments de l'histoire du pays, et penser également à l'affaire Norbert Zongo, étant donné qu'ici, c'est un journaliste d'investigation qui est concerné. Heureusement, on n'a que des dégâts matériels. Je pense qu'on aurait aussi pu s'informer auprès des services judiciaires. Quelle est la piste qui est privilégiée par les enquêtes à ce début d'affaires, si on peut l'appeler ainsi? Est-ce que c'est une piste crapuleuse, à savoir des délinquants simples qui chercheraient à s'emparer de biens matériels et que cela aurait mal tourné, ou bien une autre piste, qui peut être une piste politique, criminelle donc, ou même politique également? C'est des aspects qu'il fallait peut-être essayer de fixer à partir des premiers éléments d'enquête. Mais je pense que la semaine qui va commencer va nous permettre aussi d'avoir plus d'amples informations auprès des services judiciaires. En tout cas, pour l'instant, rien ne filtre à propos des mobiles. On ne peut que s'interroger et émettre des hypothèses, Lionel. Mais encore une fois, il s'agit d'un journaliste d'investigation avec des prises de position parfois qui ne plaisent pas toujours. Est-ce qu'on pourrait forcément lier cet incident justement au travail du journaliste? Pourquoi pas? Tout est possible. De toutes les façons, quelle que soit l'hypothèse qui serait mise en branle, il faut d'abord condamner. Condamner avec la plus grande fermeté, avec la plus grande énergie, pour dire que ce type d'actes-là sont d'une autre époque et qu'aujourd'hui, en tout cas au Burkina, en 2020, c'est inacceptable qu'un individu, du fait de son travail, en tout cas, soit pris à partie et que son intégrité physique soit menacée. Pour nous, en tout cas, c'est une insulte faite à la liberté d'expression, une insulte faite à la liberté d'agir et de circuler à l'intérieur d'un territoire que nous partageons ensemble. Donc, premièrement, c'est la condamnation et l'indignation. Ensuite, il faut se poser toutes les questions, toutes les hypothèses et ne pas en écarter une seule. Et il faut regarder dans toutes les directions parce que, comme le dit Siaka Koulibaly, ça pourrait être un crime crapuleux, un acte de grand banditisme ou encore un acte politique qui a été posé. Quand on sait les dossiers sur lesquels Ladji Bama avait eu à travailler, quand on sait l'impertinence de la personne quand il est sur des dossiers et sa témérité, on peut se poser des questions quant à une agression, en tout cas du fait de son travail. Mais ce n'est pas la seule piste. Il ne faut pas orienter tous les regards vers cette piste. Il faut également regarder autour de lui, de ses amitiés, de ses divergences avec ses voisins. On ne sait jamais. À l'heure où ça s'est passé, ça pourrait être tout le monde. Et j'aime à dire souvent que même le coupable peut être parmi nous.
Voilà. Et là où le débat pourrait se poser, et là où on pourrait effectivement supputer cette succession, et justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu le secrétaire général de l'Alliance Police Nationale, il y a eu le cas Pascal Zaïda, il vous parlait du cas d'Edi Komboyego, mais c'est récemment aussi cette visite de jeunes, même si eux l'ont fait à visage découvert chez Hervé Ouattara du MPS. Du coup, c'est une succession d'événements comme ça qui fait craindre quand même pour l'avenir par rapport à ce type de situation. Oui, vous avez raison. C'est inédit. Vous avez raison, M. Guébré, c'est une barbarie qui ne dit pas son nom. Et moi, j'ai dit une chose, il faut que ceux qui font ça, ceux qui se font payer pour faire ça, ou ceux qui commanditent ce genre d'actes, arrêtent. Parce que ça ne va rien changer à la nature de ce que nous sommes burkinabés, de sorte que nous n'allons pas nous taire parce que des intimidations se font. Et il faut que nous tous on inculque dans nos têtes et dans nos manières d'être que notre travail, que l'on soit journaliste, que l'on soit menuisier ou maçon, à partir du moment où ce travail dérange une personne, à partir du moment où ce travail touche les intérêts d'une personne, on peut subir des actes. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut céder à la panique et il ne faut pas avoir peur. Il faut résister et dire à ces barbares, à ces imbéciles de la dernière heure, que le temps a changé et qu'à un moment donné, leur acte ne fait que renforcer le courage de ceux qui prennent la parole ou de ceux qui agissent pour leur propre bien-être ou pour le bien de ce pays-là. Et donc, en réalité, cette barbarie-là, il faut y mettre fin. Mais en voulant y mettre fin, il faut des résultats. Il ne faut pas que l'on reste dans la théorie, dans une condamnation théorique. Il faut que nos autorités travaillent justement à mettre à nu ceux qui le font. Ceux qui ont agi à visage découvert, vous le disiez tout à l'heure, M. Pascal Zaïda, quelle a été la suite donnée? Moi, je suis Hervé Ouattara. Quelle a été la suite donnée? Est-ce qu'il y a eu une exemplarité dans la condamnation de ce type d'acte-là? Est-ce qu'il y a eu une mollesse d'action du fait de l'autorité? Et je pense très sincèrement que c'est un message que l'autorité doit envoyer clairement à tout bandit, tout délinquant qui voudrait justement s'en prendre à une autre personne parce que tout simplement sa gueule ne lui plaît pas, entre guillemets. Oui, Chaka Koulibaly, c'est aussi cela. On a oublié aussi le cas Ali Compaoré aussi qui a reçu des menaces il y a quelque temps aussi. Et donc ça commence à faire trop. Mais comme il a dit, au-delà des condamnations, c'est que on a affaire à des dossiers qui n'aboutissent jamais. Oui. Des enquêtes sont ouvertes. Le cas du secrétaire général adjoint de l'Alliance Police Nationale est encore là, assez grave quand même. Ce sont des tirs de balles à balles réelles. On a vu quand même la violence des faits. Jusque-là, on ne sait pas où le dossier se situe, pas de communication là-dessus. Mais c'est aussi d'autres cas comme ça. Si on fait un tour, on jette un regard aussi dans le rétroviseur, il y a eu vers la fin du régime Compaoré le cas du juge Nébié, jusqu'à présent, on n'en parle même plus d'ailleurs. Du coup, on se dit aussi, est-ce que le problème ce n'est pas aussi qu'il y a une sorte d'impunité consacrée aussi sur ces faits qui fait que justement on continue d'assister à ce genre de situation. Mais ça, on l'a dit déjà il y a plusieurs reprises. Hein. Et depuis le régime Compaoré, effectivement, ces genres de situations s'observaient. Il y a eu plusieurs situations effectivement qui se sont déroulées où on nous a juste dit que les enquêtes sont ouvertes et finalement, au fil des années, on n'a plus jamais entendu parler de cela. Et ça donne une idée un peu du contenu de notre démocratie. Est-ce qu'elle est vraiment une démocratie aboutie où les contradictions sont juste d'idées et se déroulent sous la forme de compétition électorale? Ou est-ce que nous sommes encore à l'âge de l'état de nature où c'est la force qui prime? Quand on regarde ces événements, on est obligé de penser que finalement, au bout de toutes ces années, ces décennies d'expérience démocratique et d'état de droit, en réalité, on n'en est pas allé très loin de l'état de nature. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut trouver aujourd'hui comme parade à cela? Est-ce qu'il faut une démocratie libérale sur le modèle où nous sommes en train d'aller? Ou est-ce qu'il faut un régime rigoureux où c'est vrai, il n'y a pas de liberté, mais il y a beaucoup plus de sécurité. Donc ce sont ces questions qui se soulèvent lorsqu'on pense à ces cas qui arrivent toujours, mais qui ne sont jamais élucidés. On a des services judiciaires, la police, qui sont promptes lorsqu'il s'agit donc de réprimer ceux qui s'expriment seulement à travers les réseaux sociaux. On a vu le cas Naïm Touré. Mais lorsqu'il s'agit de situations de ce genre-là,
généralement, on n'entend plus parler donc, de ces services-là. Et ça, c'est très, très dommageable pour une démocratie, d'avoir des cas qui se présentent sans aucune suite. Et l'impunité dont vous parlez, effectivement, finit par s'installer dans l'esprit des gens, qui crée, c'est vrai, une espèce de peur pour le citoyen courant, qui évite donc de se mêler ou de s'exprimer sur certaines situations, mais qui, au final, crée beaucoup plus de soubresauts sociopolitiques, comme on a pu le constater. C'est pour ces raisons que l'histoire politique de notre pays, quand vous regardez, on n'a jamais réussi à dégoupiller une crise par des voies conventionnelles. Il faut toujours aller au cas extrême, les crises, les turbulences, les soulèvements populaires, les insurrections, pour pouvoir dépasser certaines situations, essayer de dépasser. Parce qu'on pensait quand même qu'après le soulèvement populaire d'octobre 2014, on en avait fini avec certaines situations dans ces pays-là, où on aurait eu un respect de l'état de droit, où la sécurité serait renforcée par rapport à ce qu'elle était déjà sous la 4e République, dirigée par Blaise Compaoré. Mais malheureusement, les événements qui se sont succédés nous montrent que finalement, on risque bien de ne pas avoir fait un seul pas en avant. Lionel, pour terminer sur ce sujet, c'est aussi une sorte aussi de banalisation de ces incidents. Il y en a qui en arrivent à penser que c'est une mise en scène. Oui, en fait, en réalité, c'est une hypothèse, comme d'autres hypothèses, il faut le dire. Mais il ne faut pas rigoler avec ce type de situation, effectivement, que tant est que ça aurait été une mise en scène, que cette mise en scène soit aussi reprimée de la plus belle manière qu'elle ne l'aurait pas été. Donc, en réalité, quelles que soient les hypothèses que l'on met en face, toujours est-il qu'il faut condamner l'acte. En condamnant l'acte, en réalité, on n'écarte aucune piste, y compris la mise en scène. Mais là, je ne crois pas que ce soit une mise en scène. Ça, c'est mon opinion personnelle, mais je pense qu'il faut prendre la question très au sérieux. Si ceux-mêmes qui agissent en menaçant l'intégrité physique des personnes à visage découvert ne sont pas inquiétés ou sont timidement inquiétés, je me pose la question de ceux qui agissent à 3 heures du matin, comme ce fut le cas chez Ladi Bama. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on ait des résultats d'enquête, des punitions à la hauteur de ce forfait pour dissuader toute autre personne qui pourrait se mettre dans cette situation-là. Parce qu'au final, on a l'impression qu'il y a un nouveau métier au Burkina, c'est des agresseurs de porte-voix ou de porte-parole. Des gens qui travaillent justement en dessous à se faire payer pour liquider des êtres humains sous notre ciel du Burkina Faso. Et ça, il faut le condamner avec la plus grande énergie. C'est ce que je dis, c'est condamnable, tout simplement. Condamnable et que effectivement les enquêtes puissent aboutir pour qu'on en sache davantage sur ces incidents successifs. Autre actualité de la semaine, autre incident aussi, c'est cette peur panique dans l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou, une explosion d'engins dans une école. Sur place, un décor qui témoigne de la violence de l'explosion. Des traces de sang, des sacs d'écoliers et des chaussures abandonnées. Dehors, des boutiques fermées, des élèves renvoyés chez eux. C'est le constat d'une matinée de drame et de panique au quartier Panzani, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Le drame est survenu aux environs de 8 heures selon les témoins. Une grenade explose à l'école franco-arabe Darou An Hadis. Après des manipulations, Tidiane Ouedraogo est enseignant de l'école. Victime, il nous explique les faits. Ici, les coups débutent à 7h30 et c'est vers 8h qu'il y a eu l'explosion dans la classe de CE1. Une explosion qui a fait 4 blessés, dont 2 graves. Cette explosion vient nous plonger dans une peur terrible et c'est très difficile de travailler dans ces conditions. C'est une situation qui nous surprend tous et je ne saurais expliquer dans quelles conditions cette grenade s'est retrouvée dans cette classe de CE1 dont l'enseignant lui-même n'arrive pas à comprendre ces faits. Quelques heures après l'incident, le ministre de la Sécurité ainsi que les autorités de la commune se sont déployés sur le lieu du drame. Aucune piste n'est à écarter quand un incident comme celui-là arrive. Il vaut mieux attendre que les techniciens, c'est-à-dire la police scientifique, la gendarmerie, fassent son travail et disent exactement ce qui s'est passé. Mais j'appelle vraiment la population au calme pour dire que c'est une situation qui est complètement maîtrisée
la police et les sapeurs-pompiers ont réagi avec promptitude et je pense que la situation est sous contrôle. Un important dispositif sécuritaire est mis sur place pour sécuriser les lieux. La police scientifique est également présente pour effectuer des prélèvements. Selon un communiqué de la gendarmerie nationale, l'explosion a fait 4 élèves blessés, dont 2 graves. Tous ont été évacués pour des soins. Grenade ou simple engin explosif, comme le dit le ministre porte-parole du gouvernement. En tout cas, le flou reste entier en attendant bien sûr l'évolution de l'enquête. De presse du gouvernement de ce jeudi 9 janvier sème encore le flou dans l'affaire d'explosion à l'école franco-arabe Darou An Hadis à l'arrondissement 9 à Ouagadougou. Dans un communiqué, la gendarmerie nationale parle d'explosion d'une grenade suite à une manipulation. Au point de presse du gouvernement, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, parle plutôt. C'est un engin qui a explosé. Est-ce qu'il a été fait de façon artisanale ou est-ce que c'est un truc improvisé? Ils doivent travailler là-dessus. Mais ce n'est pas une grenade. Parce que, comme disent les spécialistes, l'enfant, il avait un mec quand ça a explosé. Et une grenade, je pense pas qu'on aurait trouvé un morceau de cet enfant-là. La version qui nous a été donnée, c'est que les enfants sont entrés avec les éléments dans la salle. Mais il y a plein d'hypothèses. Est-ce que quelqu'un de mal intentionné leur aurait remis ça? Est-ce qu'ils auraient ramassé ça de façon fortuite? Pourquoi ça se trouve là-bas? Donc il y a forcément des réflexions à faire. Et aujourd'hui, il y a une vérité, c'est que ça a eu lieu. Comme vous dites, comme je disais avec vous, c'est le fait. Et ensuite, maintenant, l'analyse qu'on va en faire, il faut qu'on l'alimente. Aux premières heures de l'explosion, les réseaux sociaux et le bouche à oreille ont fait croire à une attaque terroriste. Le ministre de la Communication appelle les uns et les autres à la responsabilité pour éviter une situation de psychose. Voilà, autre sujet d'enquête aussi. Ça fait beaucoup quand même pour nos éléments de la police ou de la gendarmerie. Là encore, il faut déterminer la nature de l'engin. La gendarmerie, dès les premières heures, parle d'une grenade, mais après, on nous dit que c'est un simple engin explosif, même si la grenade est un engin explosif, on suppose. Mais jusque-là, c'est un flou total. On attend toujours de voir aussi sur cette question. Absolument. Ce qui m'étonne un peu dans l'affaire, c'est qu'on n'ait pas donné la parole justement aux services spécialisés qui, après les investigations, peuvent déjà donner quelques premiers éléments. Les autorités politiques qui s'expriment dans ce genre de situations devraient se baser sur les estimations faites par ces services-là. En pareille circonstance, les services scientifiques ne parlent pas. Oui, mais même pour la communication politique des autorités, il y a une nécessité qu'ils leur donnent des éléments indicatif. Est-ce une grenade ou pas? Parce que quand même, c'est la gendarmerie qui a annoncé déjà la gendarmerie, grenade. Quand même, c'est un service. Elle ne peut pas se tromper à ce point. Ça m'étonnerait que les gendarmes écoutent juste par coup de fil quelqu'un leur dire qu'il oui, y a eu une grenade et qu'eux-mêmes écrivent ça. Donc, c'est pour ça qu'il aurait fallu que des spécialistes s'expriment quand même sur la question, histoire de diminuer un peu la psychose que cela a créée. Parce que tout le monde aujourd'hui a à l'esprit que les attaques terroristes peuvent être rentrées en ville. Et depuis quelques semaines, on est en train d'assister au changement apparent de cible que les terroristes auraient fait et s'en prennent aux civils. Ce qui fait que de s'attaquer aux civils dans les zones rurales à venir en ville, il n'y a qu'un seul pas. Donc est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Bon, il faut quand même une certaine clarification par les services spécialisés pour qu'on puisse dégoupiller cette peur qui est en train de monter. Parce qu'aujourd'hui, il suffirait qu'un simple pétard ou de façon domestique, un gaz crée du bruit pour qu'il y ait une sorte de panique dans les quartiers. Si bien que moi, je pense qu'il est nécessaire que les services spécialisés s'expriment et clarifient, tout en prenant les précautions. D'ailleurs, ils sont spécialisés pour tous ces aspects-là. Prennent les précautions pour s'exprimer et donner les informations de nature à calmer donc la peur qui est en train de monter. Lionel, la gendarmerie, c'est quand même une institution qui a quand même l'expertise. Et quand elle affirme comme ça que c'est une grenade, on est tenté de croire, mais après, effectivement, semble-t-il, selon le porte-parole du gouvernement, que ce n'est pas une grenade. Du coup, on est un peu perdu.
Oui, c'est le bas blesse dans ce gouvernement. Je crois qu'il y a un problème communicationnel et ce n'est pas que sur cette affaire-là. Les contradictions entre différentes institutions, on perd tout le mandat, les 4 années d'exercice du régime actuel. Ça veut dire qu'il y a un problème dans la structuration de la communication. Moi, je ne comprends pas comment est-ce que dans un cas précis comme ça, ou dans un cas comme le nombre de morts sur Yirgou, etc., on n'arrive pas à centraliser l'information, canaliser l'information pour qu'une seule personne puisse l'exprimer à l'endroit des Burkinabés. Et tant bien même cette personne est la seule à exprimer, parfois, y compris le président, vient faire un démenti sur ce qui a été dit. Donc ça veut dire que c'est grave. Dans une situation de crise comme ça, là où la psychose justement peut gagner les populations et qu'un cas comme ça peut engendrer d'autres cas dramatiques, il faut quand même structurer la communication. Du ministre à la gendarmerie, à qui croire ou à quel sein se vouer quand on sait que les deux, quand même, ce sont 2 institutions sérieuses, parce que porte-parole du gouvernement, entendons-le, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quoi. Il doit être au centre de l'information, au cœur de l'information, et il doit être celui qui distille l'information en temps et en heure, normalement. Mais là, on tombe des nues quand il est contredit ou quand lui contredit une autre institution quand même sérieuse. Ensuite, il y a la lenteur d'information. Moi, je pense que quand même, des enquêtes pour ce type d'acte, c'est facile à résoudre. C'est dans une classe, ce sont des enfants, il y a des témoins, on sait quel enfant, d'où vient l'enfant, etc. Rassurer la population assez rapidement, c'est quand même important. On ne peut pas dire, vaquez à vos occupations, l'enquête est en cours, et nous, on est là et on suppute, on imagine, on crée des hypothèses dans nos têtes parce que c'est dans une école que ça s'est passé, et nos enfants aussi vont à l'école, et donc on n'est pas rassuré. Parce que pour ce genre de situation, il faut aller très vite, parce qu'on ne sait pas, il y a peut-être d'autres possibilités que de tels gens se retrouvent aussi dans... Je ne sais pas combien de temps la police scientifique, ou en tout cas les enquêteurs, vont prendre pour élucider une affaire là où quand même les ingrédients de l'enquête sont suffisamment étayés. Dans le cas de l'Adji Bama, ça s'est passé à 3h du matin. Je comprends que ce soit difficile parce qu'à cette heure-là, peut-être, il n'y a presque personne. Mais dans ce cas précis où il y a moult et une personne qui peuvent être témoins et remonter la chaîne rapidement, rassurer les populations, c'est un fait, c'est un tour de bras qui est fait rapidement. Ensuite, il y a la stigmatisation que ce silence, en fait, en réalité, du fait de l'enquête, va permettre. C'est dans une école franco-arabe. La nature de l'école, bon, quand on voit un peu ce qui se passe, et l'étendard brandi par les terroristes, on peut tout de suite, ou certaines personnes peuvent tout de suite laisser leur imagination courir. Et donc, c'est normal, dans ce cas-là, qu'il y ait une rapide réponse du gouvernement afin d'éclairer les citoyens. Ensuite, ça pose la question aussi de l'éducation nationale qui doit encadrer tout type d'école. Que ce soit arabe, que ce soit théologique, chrétien, etc. Je vois la situation géographique de l'école, il faut que le ministère de l'Éducation, je ne sais pas si c'est fait, mais toutes les écoles au Burkina, partout là où on enseigne un enfant, là où le cerveau des enfants est confié à qui que ce soit, normalement, il devrait avoir un regard sur le dispositif de ces écoles, la manière d'enseigner, le contenu éducatif, que ce soit des écoles théologiques. Je n'écarte aucune école, mais je pense que ça repose la question de ces écoles-là, ou de types d'écoles qu'on pourrait avoir, qui ne sont même pas des écoles à connotation religieuse. Il y a plusieurs écoles qui s'ouvrent partout. Là où il y a nos enfants, c'est là où il faut plus regarder, parce qu'ils sont fragiles. Oui, grenade ou pas, toujours est-il que ça peut être une arme terroriste, hein? Ça c'est une hypothèse. Et là, on s'interroge justement à ce stade de la lutte contre le terrorisme, comment un tel engin peut se retrouver dans un quartier populaire, de surcroît dans une école? Cette question vient... À être manipulé justement par des enfants. Exactement. Cette question vient alourdir effectivement les interrogations que l'on se fait suite à cet événement. C'est de savoir d'où l'enfant détient l'engin, de quel type d'engin exactement il s'agit. Parce que tous ces aspects posent problème aujourd'hui. Grenade, pas grenade, engin explosif improvisé. Il faut rapidement préciser de quoi il s'agit. Si c'est un pétard qui a explosé, c'est une possibilité, s'il s'agit des enfants ici. Mais il faut... Là, on a vu toute la violence et puis le reste quand même. Oui, mais même des pétards peuvent aussi... Il y a les restes quand même de l'appareil, les débris qui restent et qui montrent que ce n'est pas un pétard. Voilà. Il faut quand même clarifier de quoi il s'agit. Est-ce que c'est une grenade? Ce n'est pas une grenade? Si ce n'est pas une grenade, qu'est-ce que c'est? Et ce type d'engin provient généralement d'où, etc., etc. Il y a des grandes questions qui doivent être clarifiées, de sorte que
on sache. Peut-être qu'il faut minimiser l'incident ou, au contraire, il faut ne pas minimiser l'incident. Mais toujours est-il qu'il faut rapidement que les services techniques s'expriment là-dessus. Ça permet également d'aboutir à la préoccupation que nous avons traitée ici à plusieurs occasions, la question de la communication en temps de crise. Et ça revient encore. Bilgo était tout à l'heure en train d'en parler. C'est là où on voit que les autorités de la sécurité veulent une situation de la communication sur ces événements, mais ne font rien elles-mêmes pour encadrer cette communication-là. Donc, ici, ça fait plusieurs jours déjà que l'incident s'est déroulé. Jusque-là, on n'a pas d'éléments concrets pour aller dans tel ou tel sens, en ce qui concerne les explications, en ce qui concerne l'estimation du danger potentiel qu'il y a derrière l'événement, etc., etc. D'où la psychose est montée encore d'un cran, et un autre événement, peut-être de nature même banale, pourrait entraîner une situation dommageable. Moi j'ai vu la communication en temps de crise. J'ai suivi une formation donnée par un général américain, spécialiste de la communication de l'armée, qui justement disait qu'en temps de crise, l'armée ne doit jamais laisser le monopole de la communication à quelqu'un d'autre. C'est elle qui doit diriger qu'est-ce qui sort comme information. Et toutes les grandes puissances travaillent dans ce sens-là. Si vous vous rappelez le cas des hélicoptères français qui sont tombés, ce n'est pas un journaliste qui était dans le désert qui a vu. Ça provient des services de communication de l'armée qui proposent une information et à laquelle les spécialistes, les médias sont maintenant amenés à utiliser. Après ça, vous voyez qu'on ne peut pas aller dans toutes les directions. Parce qu'une information est provenue d'une source fiable et on l'utilise. Mais si ce n'est pas le cas, tout le monde commence à réfléchir, parce qu'on ne peut pas s'asseoir en disant oui, comme les services spécialisés n'ont rien dit, donc moi, je n'en fais pas cas. Non, les gens sont anxieux, ils ont leurs enfants dans les écoles, ils réfléchissent à la sécurité, ils réfléchissent à leur propre sécurité. Donc, ça va aller dans tous les sens. Les gens vont parler, il y a des rumeurs qui vont naître, etc. etc. Oui. Mais ça va aggraver la situation qui aurait pu être maîtrisée dès le départ. Voilà, Lionel, c'est effectivement ça, toute la réalité, la complexité aujourd'hui de cette communication dans ce contexte de terrorisme. Là, effectivement, au point de près du gouvernement, le ministre de la Communication, comme il en a l'habitude, a encore pointé un doigt accusateur sur les médias accusés d'avoir fait dans la psychose. Et pourtant, aux premières heures, c'est d'abord les réseaux sociaux, le bouche à oreille, qui a fait cas d'une attaque. Il a fallu, après, le travail des médias, terrain des médias, pour qu'on, effectivement, on parle plutôt donc d'explosion et non d'une attaque terroriste. Quoi qu'on dise, les médias auront fait leur travail quelque part. Mais maintenant, entre ce temps mis dès les premiers instants où il y avait effectivement cette psychose, cette panique dans le quartier, où un peu partout dans Ouagadougou, on parlait d'une attaque terroriste dans ce quartier, et le moment où l'information est sortie, d'abord avec le communiqué de la gendarmerie, et pour après qu'on voit peut-être par la suite le déplacement des autorités, c'est un ensemble de choses finalement qui crée une situation où l'information est attendue, n'arrive pas, et après, on se retrouve dans une situation effectivement qui crée une certaine psychose. Oui, mais pour le cas des médias, je ne peux pas comprendre en fait cette espèce de négligence des médias aujourd'hui, alors que les médias doivent être un partenaire clé dans cette situation de crise pour ce gouvernement-là. Je crois qu'en temps de paix, on peut peut-être négliger ou écarter les médias ou les retenir par endroits. Mais en temps de crise, comme un seul enfant, médias et gouvernement devraient travailler main dans la main. Et donc, je crois que tout ce qui se passe ces derniers temps, les médias sont parfois pointés du doigt, retenus dans leur élan, ou en tout cas stigmatisés quand ils font leur travail en temps et en heure, rapidement et bien avant l'action gouvernementale. Je pense que c'est ça qui peut-être dérange. Il faudrait que les médias s'accrochent à la mamelle du porte-parole du gouvernement, ou en tout cas du ministère de la Communication, qui, lui seul,
est capable de distiller la bonne ou la meilleure information. Mais dans ce cas précis, c'est peut-être à lui d'orchestrer l'ensemble des médias pour les amener à s'associer avec lui et à profiter de l'information en temps et en heure, parce qu'un média a le souci d'informer son lectorat, ses auditeurs en temps et en heure quand il y a une crise. L'absence d'information est très critique et dangereuse dans ce genre de cas-là, parce qu'on laisse libre cours à tout type d'idées et d'imaginaires courir. Même que le quartier avait commencé à se vider à un moment donné. Parce que les gens pensaient vraiment à une attaque. Et c'est là qu'il faut que médias, gouvernement, médias et armées travaillent main dans la main et qu'il n'y ait pas un regard sur le média comme l'enfant mal aimé de la Ve République. C'est tout le débat qui est encore posé, Siaka, justement. Comment en arriver là à cette complémentarité et faire en sorte que le citoyen ait droit à l'information le plus rapidement possible aussi, parce que après tout, quand on laisse le vide, ce sont les réseaux sociaux qui alimentent, c'est le bouche à oreille qui alimente, et effectivement, on en arrive à cette situation de psychose. Mais après, derrière, on préfère accuser les médias d'avoir pas fait le travail, malheureusement. La suite de cette info avec notre dernier sujet, c'est bien sûr le rendez-vous de demain, lundi 13 janvier, le rendez-vous de Pau en France, le rendez-vous de la clarification entre le président français Emmanuel Macron et les chefs d'État du G5 Sahel. Mais il n'y aura pas que, il y aura aussi institutions. Il y a notamment l'ONU, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a annoncé à cette rencontre. Il y a aussi le président de la Commission de l'Union africaine qui sera là, mais aussi l'Union européenne, l'OIF, la francophonie. Et justement, finalement, c'est des intentions de départ par rapport à cette question de la clarification. Visiblement, on est en train d'aller vers autre chose, Siaka. Oui, bien entendu, on a quitté la clarification depuis que l'opinion s'est insurgée contre la forme dans laquelle l'invitation avait été formulée. Et que les chefs d'État ont déjà clarifié bien avant d'aller... Déjà dit leur point de vue. Donc, l'objet de la clarification n'existe plus. Donc, on est passé de cette clarification à une nouvelle situation. Et j'ai lu donc un communiqué de l'Élysée qui donnait un peu le contenu qu'ils entendent donner à cette rencontre de demain. Il s'agit de faire une évaluation avec donc les partenaires et deuxièmement de définir le nouveau mode d'action. Et c'est ce qui fait que certains acteurs sont impliqués maintenant. Et dans l'organisation même de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, on voit qu'on est en train d'évoluer dans un partenariat France, pays du G5 Sahel, vers un partenariat beaucoup plus ouvert où d'autres acteurs sont en train d'être impliqués. Moi, je pense, et je l'ai toujours pensé, que dans le cas du Sahel, il nous faut déjà une conférence internationale sur le Sahel. Pourquoi? Parce que cette rencontre qui est en train de se tenir, c'est vrai qu'elle va au-delà de la France et ses partenaires du G5 Sahel, en impliquant les Nations Unies, l'Union européenne et l'Union africaine, mais ce n'est encore qu'un mini-sommet, puisqu'il y a des principaux acteurs qui ne sont pas là. Les États-Unis ne sont pas là, la Russie n'est pas là, la Chine n'est pas là. Or, on le sait, tous ces acteurs... Les autres pays aussi de la sous-région. Voilà, la CEDEAO. Voilà, exactement, la CEDEAO. Donc, c'est vrai qu'on a dépassé le cadre strict France G5 Sahel, mais on n'est pas allé suffisamment loin pour avoir une situation où on circonscrive réellement l'ensemble du problème. Alors, c'est déjà un pas, il faut le reconnaître, parce que le rendez-vous était déjà fixé. Ils n'ont peut-être pas eu le temps donc de convier tous les grands acteurs sur la question, mais je pense que à partir de cette situation de demain, il faut faire une évaluation, mais peut-être ne pas aller dans le dispositif qui viendra après, où il faut peut-être mettre d'autres acteurs. Et là, la conférence internationale dont je parle, elle pourrait peut-être se tenir sur le terrain du Sahel maintenant, avec ces acteurs dont on parle demain et les autres qui ne sont pas présents demain. Donc, il y aura une conférence internationale sur le Sahel qui va impliquer les acteurs de demain, plus d'autres. Et on oublie l'Algérie, qui est reconnue comme étant
un pion clé donc dans la résolution de cette affaire-là et qui n'est pas impliqué dans la réunion de demain. Du coup, c'est une avancée par rapport à la clarification, mais elle n'est pas suffisante encore pour finir le problème tel qu'on le connaît sur le terrain. Oui, Lionel, on parle désormais de ce partenariat international indispensable dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme. Ça veut dire qu'il y a déjà de l'évolution. On ne parlera plus désormais de Barkhane seul. Apparemment, la France veut finalement trouver d'autres alliés, ne veut plus être seule dans le Sahel. Oui, parce que cette guerre leur coûte très cher aux Français, en termes d'image, de notoriété, mais également en termes d'hommes tombés au front pour le Sahel. Et donc aujourd'hui, la France voudrait préserver justement son image, préserver ce qu'il en reste, si tant qu'il reste quelque chose d'honorable sur cette image dans l'opinion populaire sahélienne. Et elle voudrait justement souffler un peu en demandant l'aide aussi d'autres puissances. Il y a la réforme des retraites à l'interne. En interne également, c'est pas facile. Et des critiques commencent à se lever justement pour poser la question de l'utilité du maintien, pas ici, mais également en France, dans l'hémicycle français, du maintien des soldats français et la justification de leur maintien dans le Sahel. Et donc, agacé par tout cela, je pense que le président français voudrait ne plus être en front line, mais avoir d'autres alliés pour avoir un visage autre que le visage français qui est décrié dans le Sahel. Mais il faut faire attention. Et là, je parle à nous les Africains. Tant qu'on ne va pas réfléchir nous-mêmes d'abord, la stratégie qui est la meilleure pour nous sortir de là, et qu'on invite maintenant les autres à apporter leurs ingrédients, on ne va jamais s'en sortir. Tout ce qui a été réfléchi à 10 000 km pour venir l'imposer ou venir les développer en opérationnalité sur le territoire africain n'a pas marché. Prenez tous les systèmes de développement, tous les programmes de développement économique, social, etc. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours au même endroit. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Il faut laisser la réflexion aux Africains. Et j'espère que les chefs d'État africains seront entendus. Depuis le temps qu'eux-mêmes crient et proposent des solutions et qu'on ne les écoute pas, ou en tout cas qu'on leur refuse l'application de ces solutions-là, j'espère qu'ils seront entendus. C'est pas aujourd'hui. Il y a de cela 3 ans, les chefs d'État africains demandaient déjà à ce que l'ONU prenne à bras le corps la question du Sahel. Ils ont toujours reçu un non-recevoir. Et je comprends certaines puissances qui refusent de s'allier, notamment les États-Unis, la Russie et même la Chine, parce que tout simplement, au moment de déstabiliser la Libye, ces puissances-là ont dit attention, n'y allez pas de cette manière-là. La France se retrouve devant parce que tout simplement, l'origine des problèmes, c'est aussi la déstabilisation de la Libye. Et ils payent le prix cher de cette action-là. Alors que l'Union africaine, à ce moment-là également, avait timidement opposé un veto en disant non, n'y allez pas, mais n'avait rien fait de concret en termes d'action pour empêcher la déstabilisation de la Libye de cette façon-là. Ensuite, pour le sentiment anti-politique française, je ne dis pas anti-français parce qu'il n'y a pas de sentiment anti-français. Pour le sentiment anti-politique française, ce n'est pas ce sommet-là qui va résoudre ça. Ce n'est pas les autres sommets qui vont résoudre ça. C'est un changement comportemental de la coopération française vis-à-vis de l'Afrique qui va résoudre ça. Pour les peuples africains, justement, le problème, c'est la présence des forces étrangères au Sahel. Mais oui, mais... du coup, ça ne change pas. Macron peut être agacé par l'opinion africaine, mais lui-même, il sait que les chefs d'État ne peuvent pas dicter une opinion aux Africains, tout comme lui-même, en tant que chef d'État français, ne peut pas dicter une opinion aux Français. Barkhane ou force internationale, ça ne change pas le problème. C'est toujours des forces étrangères sur le sol africain. Toutes les guerres se font à 2 niveaux. Premier niveau, militairement. Le deuxième niveau, psychologiquement, d'un point de vue social. Aucune guerre ne se fait sans tenir compte de ce deuxième point-là. Malheureusement, en Afrique, on vient fouler le sol africain, on fait une guerre, on bazarde des territoires, des populations, sans pour autant faire un service après-vente psychologique ou au moins faire une espèce de pédagogie de cette guerre-là aux Africains. Ça veut dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un sentiment d'exigence de redevabilité, d'explication de l'action qui est menée. Les populations veulent maintenant comprendre. Ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Et il y a ce dernier point qui est là, que tous les spécialistes français commencent à répéter, mais qu'il faut arrêter. Arrêter de nous dire que c'est une guerre pour nos beaux yeux. Il y a des intérêts, et au nom de ces intérêts, nous venons vous aider. Et là, ça nous donne une valeur humaine, une valeur respectable. On peut comprendre maintenant. Mais nous, Africains, on doit se dire que ce n'est pas la France qui va mourir pour nous. C'est nous d'abord. Et j'espère que nos 5 chefs d'État,
iront avec une stratégie militaire, une stratégie politique et une stratégie de pédagogie sociale. Parce que c'est ça qu'il faut à cette guerre-là. Apparemment, ça ne sera pas le cas, puisqu'ils partent renouveler leur volonté de voir ces forces internationales sur le sol africain, au Sahel, combattre à leur côté. Maintenant, c'est quel contenu on met désormais? Est-ce qu'on rediscute des conditions d'intervention de ces forces des forces françaises, par exemple, dans le cadre donc, de la coopération militaire? C'est peut-être le défi est peut-être à ce niveau. Faut-il désormais que la France nous soutienne financièrement ou matériellement et peut-être que des hommes n'interviennent plus? Ou alors, c'est pour dire désormais, Barkhane doit nécessairement intervenir très rapidement quand il le faut et n'est plus dans une situation de passivité. Tout le débat est là. Mais toujours est-il aussi que on connaît le Mali, il y a la force onusienne qui est au Mali déjà, on parle d'une force internationale, sous la tutelle de qui va diriger cette force? Sous la coupe de l'ONU, et là aussi on sait qu'avec l'ONU, ce n'est pas toujours aussi la bonne démarche. La principale inconnue dans cette lutte contre le terrorisme, et ça c'est établi depuis très longtemps déjà, c'est que les dirigeants politiques des pays concernés ne peuvent pas proposer une lecture claire de leur stratégie dans l'affaire. Et plusieurs rapports d'experts internationaux le démontrent. C'est cette absence de stratégie claire de la part des dirigeants politiques des pays concernés qui pose problème et même qui minore la capacité des interventions comme Barkhane à être efficaces. Parce que même si Barkhane est sur le terrain, il y a quand même des actes que Barkhane ne peut pas poser. Barkhane s'inscrit dans une stratégie. Voilà, s'inscrit dans une stratégie, collabore avec des forces armées des pays membres des territoires où ils interviennent. Donc, tant que ce n'est pas assez clair, et quand on le dit, certains pensent qu'il s'agit donc de postures politiques ou partisanes, en pensant qu'on veut mettre à dos les dirigeants, mais en réalité, quand vous voulez lire la stratégie antiterroriste de nos différents pays, vous n'y arrivez pas. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quel type de politique nous sommes en train de mener dans cette lutte antiterroriste? C'est vrai que les armées sont sur le terrain, on le voit, mais de quelle stratégie s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de contenir le terrorisme ou d'éradiquer le terrorisme? Déjà, cette option, elle n'est pas clarifiée. Et ce n'est pas un travail de Macron, ce n'est pas un travail de Donald Trump ou de Vladimir Poutine. C'est un travail des gens que nous avons élus à la tête de nos États qui doivent faire ce travail-là et proposer aux partenaires la façon dont ils doivent intervenir. Vous, Barkhane, voici ce qu'on attend de vous, voici l'espace qu'on va vous proposer, voici les objectifs quantitatifs que vous devez nous aider à atteindre. Est-ce que cela est fait? On ne sait pas. Donc, en filigrane, on pense que les dirigeants africains, secrètement, souhaitent qu'il y ait une intervention massive des armées étrangères pour éradiquer les groupes terroristes, libérer donc ces territoires et qu'eux soient tranquilles. Mais ça, on l'a déjà entendu de la part de ces puissances-là, et ils ne vont pas intervenir. Les Américains ont dit qu'ils n'interviendront pas avec des hommes. Les Russes également ne vont pas intervenir avec des hommes. Donc, ce sont les armées africaines qui devront lutter contre le terrorisme. Et s'il n'y a pas, chez les dirigeants donc, politiques de ces États, cette prise de conscience de leur rôle, au final, on aura beau organiser des sommets, on aura beau convier des partenaires étrangers, finalement, on n'aboutira pas. Et quand on regarde depuis 2016, pour ce qui concerne le Burkina Faso, et avant, pour ce qui concerne le Mali et le Niger, jusqu'aujourd'hui, on n'avance pas pour cette raison-là. C'est-à-dire que le rôle des dirigeants africains n'est pas suffisamment engagé dans cette lutte contre le terrorisme-là, si bien que les autres, même s'ils veulent nous aider, même s'ils nous aiment bien, ils ont du mal donc à être efficaces eux-mêmes. Lionel, est-ce que justement Macron n'en a pas conscience? Il sait pertinemment que les Américains n'enverront pas des hommes, il sait que la Russie n'enverra pas des hommes. Et finalement, même dans cette volonté d'aller vers une force internationale, pas seulement avec la France, mais avec d'autres pays, une coalition, il sait pertinemment qu'il risque de se retrouver encore dans une situation où
la France sera peut-être seule partante par rapport à cette force internationale. Et là, on se retrouve dans le même schéma que le schéma actuel. Non, je ne crois pas que la France sera seule. C'est parce que s'il n'y avait pas espoir que la France ne soit pas seule, je pense que l'option de retirer, même dans une échelle à court terme ou à long terme, l'armée française serait mise sur la table. Parce que tout simplement, l'armée française est là pour nous aider à lutter contre le terrorisme, mais elle doit aussi faire face à la fronde sociale galopante. C'est insoutenable, ce n'est plus possible en fait, cette formule-là. Donc il faut bien qu'il y ait d'autres forces, d'autres puissances. Qui, par exemple, pourrait être partant pour... Je pense qu'ils ont déjà l'accord de certains pays de l'Union européenne pour s'associer. Donc ça déjà, ces négociations ont été faites. La Russie et les États-Unis, c'est assez éloigné. Et eux, on peut comprendre, ils ne vont pas... Les Américains ont déjà l'expérience d'une intervention offshore dans un autre pays, notamment chez les talibans ou en Irak, là où ils connaissent le délai que ça peut donner, ça peut durer. Et aucune puissance ne va prendre ce risque-là d'envoyer ces hommes sur un calendrier dont ils n'ont pas la visibilité de la fin du conflit. D'autant plus que ceux qu'ils partent pour aider, en réalité, n'ont pas de stratégie, comme vient de le dire, et qu'ils n'ont même pas, en fait, ce levier-là permettant de se dire qu'on va les soutenir et on est sûr que si notre soutien arrive, ça va finir d'ici 1, 2, 3, 4 ans. Et aucune puissance ne va prendre ce risque-là. Et donc, aujourd'hui, c'est bien même ce qui arrive. Parce que ça nous ramène à notre propre responsabilité première. Et il faut que nous comprenions que cette guerre-là, on la gagne d'abord par notre investissement personnel, physique. Nous devons être les premiers acteurs à tous les niveaux. La demande doit être, si vous voulez, additif. Ce n'est pas la demande qui est le premier ingrédient et que nous, on vient derrière ou après. Et d'ailleurs, nos chefs d'État ne sont pas dans cette logique. Mais je pense que c'est une erreur. Il faut être dans cette logique-là. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs, la France est prise à mal. Parce que si c'était nos armées qui tenaient le commandement, qui pilotaient, qui avaient une vision, une stratégie, qui dirigeaient et que Barkhane était vu en second plan, je pense qu'il y aurait moins de critiques vis-à-vis de l'armée française. C'est parce que justement, tous les espoirs, nos espoirs, sont focus sur une armée étrangère. On attend trop d'eux, ce n'est pas leur guerre. Ils sont peut-être co-responsables de la cause originelle, mais ce n'est pas leur guerre. Ce n'est pas leur territoire. Au nom de quoi un Français doit venir mourir pour des Burkinabés? Si ce n'est pour ses intérêts à minima, mais encore, si c'est l'intérêt qu'il doit recueillir est inférieur par rapport au sacrifice ultime qu'il fait. Il y a le ministre Sango qui dit que la France nous doit beaucoup plus que ça. Ils ont un devoir de nous soutenir au nom de l'histoire. Quelque part, oui, il n'a pas tort. Oui, c'est vrai, ils ont un devoir de nous soutenir au nom de l'histoire parce que nous les avons soutenus à un moment donné où ils ne savaient pas qu'ils allaient s'en sortir. Et là, c'est peut-être le retour de la pièce. Mais ils doivent le faire de la plus belle manière, avec une meilleure collaboration. Et nous aussi, si on veut... Concrètement, qu'est-ce que nos chefs d'État devraient négocier demain à Pau? Non, je pense que ce qu'ils devraient négocier, d'abord, premièrement, c'est d'avoir la primeur de la stratégie. Je vous ai dit une chose. Le G5 Sahel ne marche pas parce que c'est pondu à l'étranger pour venir appliquer ici. Il faut que nous soyons nous-mêmes ceux qui créent la stratégie. Et ensuite, demander la collaboration. Et après, les moyens. Parce qu'on ne peut pas gagner cette guerre-là en allant s'assujettir à une stratégie qui a été imaginée pour nous. Ça ne marche pas. Et dans tous les domaines. Depuis 1960, ça ne marche pas. On ne se développe pas comme ça. On ne change pas comme ça. Il faut que nous allons sur la table en disant, nous connaissons le territoire. Le Burkina Faso, c'est tant de kilomètres. Voilà les zones attaquées. Notre armée a fait une étude. Nos spécialistes ont travaillé sur ça. Nous pensons que les fronts qui doivent être menés, c'est ça, ça, ça. Et la durée, c'est ça. Voilà les moyens qu'il nous faut. Aidez-nous. Mais si on va s'asseoir et laisser Emmanuel Macron sortir un calendrier et dérouler les cartes de l'Afrique pour positionner, ça ne marchera pas. Chaka, peut-être dans le cadre de cette rencontre-là, demander désormais que Barkhane peut-être nous aide dans la surveillance des frontières avec les moyens aériens qu'ils ont, toute la technologie qu'ils ont. Ça nous permet peut-être de nous concentrer un peu plus sur l'intérieur. Oui, mais ça, je crois que c'est déjà fait. C'est déjà fait. Au-delà de donner les ressources informationnelles à nos armées, Barkhane participe aux opérations. Donc, ils vont au-delà parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas intervenir sans cette couverture de la zone. Hein. Ils le font et ils partagent les informations avec nos armées. Mais encore une fois, il faut que nous sachions
que cette guerre ne sera jamais gagnée dans la manière dont elle est conduite aujourd'hui. Parce qu'au-delà des Barkhane, rappelez-vous qu'on a déjà fait intervenir les Tchadiens au nord Mali pour lutter directement contre les troupes terroristes. Et ça s'est soldé comment? Ça s'est soldé par un retrait de ces militaires-là qui sont retournés dans leur pays où ils sécurisent le territoire à leur niveau en laissant donc le Mali se débrouiller avec ces terroristes. Donc, concrètement, je crains qu'on ne puisse pas résoudre la question avec cette aide sous cette forme-là. En plus de ce que... Parce que l'avantage que déjà les Tchadiens avaient, c'est qu'il y avait une localisation des troupes terroristes à un endroit donné au nord de Kidal, dans les montagnes donc, à frontière avec l'Algérie. Et c'était plus facile de faire cette bagarre-là. Pourquoi Barkhane n'y arrive pas? Parce qu'il s'agit en réalité d'un modèle guerre civile. Et non pas une guerre conventionnelle où l'ennemi est positionné avec un nombre de combattants, avec des moyens, équipements de guerre qu'on connaît. Or, Barkhane, vous le voyez, c'est une armée opérationnelle qui est là pour ça. Ce qu'il nous faut, c'est une autre forme de guerre qu'il faut mener. Et c'est là où nos responsables devraient être en première ligne en réalité. Parce qu'il y a cette question donc de la guerre de communication, la guerre psychologique, comment gagner les populations qui sont sur les sols où se déroulent les attaques terroristes. Est-ce que nous gagnons cette guerre-là? Avec ces conflits intercommunautaires dont on parle, on essaie d'attirer l'attention des responsables que chaque fois qu'une exaction aura été commise, c'est un point de plus pour les terroristes. Mais apparemment, ce n'est pas bien compris. Ils ont l'impression que le fait de dire de ne pas mener des exactions contre les civils innocents, c'est soutenir peut-être les terroristes. Or, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ceux qui sont sur le terrain, ils essayent de savoir dans quel sens va le vent. Et s'ils n'ont pas les alliés avec les services de défense de l'État, mais ils sont tentés d'avoir de la complaisance avec les terroristes, ce qui facilite leur travail. Voilà, pour terminer, Lionel, c'est un rendez-vous qui s'annonce dans un contexte encore de nouvelles attaques au Niger après une attaque 71 morts. On parle aujourd'hui de 89 morts. Là, c'est la preuve que le Niger, à un moment donné, on a pensé que ce pays-là avait réussi à maîtriser un peu le phénomène comparativement au Mali. Mais là encore, on se rend compte que l'ensemble des trois pays sont véritablement dans la merde. Et là, il faut repenser. Oui, ce qui s'est passé là, hier et aujourd'hui, je crois, c'est une belle lettre de motivation que les terroristes envoient à ceux qui vont siéger à Pau. Et là, ils leur disent à quel point ils sont motivés. Je pense que ça s'est fait dans ce délai-là pour rappeler qu'ils ont encore une force de frappe et que quelles que soient les décisions que vous allez prendre là-bas, pensez à nous parce que nous serons toujours là et nous sommes déterminés. Et donc, à l'est du Burkina aussi, on a appris qu'il y a eu l'Orobou qui avait été assiégé. Et donc, du coup, on se pose des questions. Voilà. Ils jouent également avec le calendrier international, ils jouent également avec nos stratégies et avec nos moments de rencontre. Ils se font rappeler dans l'histoire qu'ils sont toujours là. Et donc, je crois très sincèrement qu'il y a un gros jeu à jouer. Il y a d'abord un état de franchise et de clarté, effectivement, à avoir à Pau, mais également un état de mise en avant des chefs d'État africains. C'est notre problème, premièrement, et c'est à nous de trouver les solutions, quitte à ce que des gens viennent nous aider. Voilà. Et s'ils doivent venir nous aider, il faut qu'on arrive à leur dire comment leur aide peut nous être utile. Il ne faut pas qu'on attende qu'eux, en fait, en réalité, dessinent tous les plans pour nous, parce que ça ne marche pas et ça ne marchera pas. On attendra donc de voir cette nouvelle collaboration qui s'annonce entre les pays du G5 Sahel et leurs partenaires au niveau international dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme. Ça sera tout pour cette info. Merci de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas, restez avec nous dans exactement une trentaine de minutes à 21h00. Le grand débat du soir sur la chaîne au cœur de nos défis, l'IUTS, l'impôt unique sur les traitements et salaires, face à face, les responsables d'organisations syndicales et la partie gouvernementale. Vous saurez davantage sur l'opportunité de cet impôt sur les primes et indemnités dans le public et les arguments développés par la partie syndicale. À tout à l'heure donc, 21h sur BF1. Bonsoir.